Honnêtement, les skinwalkers ou wendigos me terrifient plus que toute autre chose. Je n'arrive même plus à respirer. Je suis figé par la peur. Les larmes coulent sur mon visage. Pour donner un peu de contexte, j'étais sans abri il y a 2 ans, vivant avec 2 autres adolescents sans abri. Autant que faire se peut, on s'en sortait plutôt bien malgré notre situation. Nous avions les uns les autres et des compétences de survie que nous avions acquises en venant de foyers horribles. Nous avons fait la connaissance d'un autre groupe de sans-abri et ils nous ont montré leur campement de fortune. En quelque sorte, c'était presque magique. C'était dans les bois et ils avaient même fabriqué un vrai lit taillé dans un arbre, avec une bâche comme abri et des guirlandes lumineuses fonctionnant à pile. Mon grand-père, décédé aujourd'hui, était autochtone, et c'est un peu ce qui m'a poussé à m'intéresser aux légendes urbaines, notamment celles liées à l'histoire et aux mythes des Premières Nations. Bref, ce groupe de sans-abri que nous avions rencontré a eu pitié de nous et nous a prêté leur campement pour quelques semaines. Grâce à cela, nous avons pu trouver du travail et organiser le camp comme nous le souhaitions. Nous avions 2 chiens, Pepper, qui avait été gravement maltraitée et qui aimait en fait cette vie sans abri, et Autumn, qui était une véritable démone sous forme de chien, elle aussi victime de maltraitance. Pepper était hypersensible, prudente, et avait peur de son ombre, tandis qu'Autumn était tout l'opposé. Nous les avons installés sous la bâche, et juste au-dessus de nos têtes, nous avions fabriqué une sorte d'étagère de fortune pour nos affaires. Pendant quelques nuits, tout s'est bien passé. Mais ensuite, tout a changé. Nous ne nous sentions plus en sécurité là-bas. Nous étions restés éveillés tard à raconter des histoires, et j'ai mentionné les skinwalkers, expliquant que parler d'eux pouvait les attirer. En plein milieu des récits, nos chiens se sont mis à devenir fous. Je n'avais jamais vu une telle peur brute chez aucun des deux. Pepper était méconnaissable. Elle était terrifiée mais prête à nous défendre. Nous étions horrifiés, figés par l'anxiété et la peur. Mais ça s'est atténué une fois que nous avons réalisé que nous étions ridicules. Et c'est là que nous l'avons entendu. Ce n'était ni tout à fait humain, ni tout à fait animal. Rien au monde ne m'a jamais fait aussi peur depuis ce jour. J'ai un grave problème cardiaque, et cette frayeur a failli me tuer. Nous étions incapables de bouger. Cette chose marchait autour du camp, et la seule chose qui nous protégeait était une bâche en plastique bon marché et un peu de ruban adhésif. Je ne me souviens pas de grand-chose de cette nuit. Je me suis seulement réveillé pour voir que les autres étaient encore éveillés. Une partie du camp était détruite. Nous étions trop effrayés pour dormir là à nouveau, alors cet endroit est devenu un simple lieu de stockage. Finalement, tous sauf un d'entre nous ont réussi à sortir de la rue. 2e année de fac. Ah, que de souvenirs. Octobre arrive, et c'est le moment de se plonger dans l'ambiance d'Halloween, de participer à des fêtes et de se déguiser. Halloween est de loin ma fête préférée. Environ 1 semaine avant Halloween, une nuit, je me suis dit « Tant pis ». Je m'ennuyais. Mon rendez-vous Tinder avait annulé à cause d'un examen pour lequel il devait réviser, et j'étais de mauvaise humeur. Je n'avais pas envie de traîner avec des amis dans leur chambre de résidence ou de me saouler. Alors, j'ai décidé de jouer un peu au basket dans un parc où personne ne va jamais. Le basket me détend toujours, et je savais que ça m'aiderait à me calmer. Je pensais y passer environ 1 heure, puis rentrer chez moi pour jouer aux jeux vidéo. Je suis arrivé au parc, comme prévu, pas une seule voiture en vue. Il y a un sentier à proximité qui mène à une montagne, c'était donc un bon moment pour faire quelques tirs et me relaxer. J'ai même envisagé de mettre mes écouteurs, mais avec la nuit qui tombait, je me suis dit qu'il valait mieux que je reste attentif à ce qui se passe autour de moi. Le soleil se couchait, et le ciel était d'un magnifique rose, digne d'une carte postale. 15 minutes plus tard, il faisait complètement nuit. J'allais bientôt terminer ma session de tir quand j'ai entendu un cri strident. J'ai d'abord pensé que ça venait probablement du sentier. Ensuite, j'ai entendu des rires bizarres. Là, j'ai commencé à me dire « Ok, c'est flippant ». Mais je ne voyais toujours rien. Je me suis dit « Encore 10 minutes et je file ». Puis, j'ai remarqué qu'une voiture venait d'arriver sur le parking. Elle se gara tranquillement. J'ai décidé d'aller aux toilettes près du terrain et je me disais « Ok, je vais faire pipi et je pars après ».
Pendant que je suis aux toilettes, et je vous jure que je n'exagère pas, j'ai entendu un murmure dans la cabine à côté de la mienne. J'ai avalé ma salive, me disant que ça pouvait être un toxicomane, un sans-abri ou juste quelqu'un de perturbé. En sortant des toilettes, j'ai entendu la portière d'une voiture claquer. J'ai essayé de voir qui venait de sortir de la voiture. Je me suis discrètement faufilé derrière le petit bâtiment des toilettes et j'ai jeté un coup d'œil. J'ai complètement retenu mon souffle en voyant deux clowns marcher lentement vers le terrain de basket, puis vers le sentier tout près. Je me suis dit, peut-être que je devrais les suivre pour voir où ils vont si tard. Puis, je me suis rappelé que ce n'était probablement pas la meilleure idée. J'ai donc mis mon sac à dos et me suis préparé à partir. Je me suis précipité vers ma voiture, j'y suis monté, et j'ai pris mon téléphone pour appeler mes potes, leur disant que je serais en ligne dans 1 heure environ. À ce moment-là, j'ai remarqué quelqu'un assis sur le banc près du terrain de basket. J'ai pensé que ça devait être le type des toilettes, mais bon, j'en avais assez. J'ai démarré et je suis rentré chez moi. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Je sais que ce n'est probablement pas ce à quoi tu t'attendais, et que ce n'est pas aussi effrayant que certaines autres histoires. Mais il faut se rappeler que cela s'est passé en 2016, pendant cette période où des clowns étaient aperçus partout dans le monde. C'était juste une rencontre étrange que je voulais partager. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'étais resté plus longtemps, mais qui sait, peut-être que ces apparitions de clowns referont surface un jour. L'histoire n'est peut-être pas aussi terrifiante que certaines autres ici, mais à l'époque, j'étais vraiment mort de peur. Les événements se sont déroulés en octobre 2003. J'avais 10 ans et j'étais en 6e. Là d'où je viens, les collèges finissaient après les écoles primaires et les lycées. Donc mes amis et moi savions qu'il faudrait commencer à faire du porte-à-porte pour Halloween tout de suite après la sortie des cours, si on voulait avoir des bonbons. Ce vendredi 31 octobre 2003 nous excitait beaucoup, car nous pouvions frapper à toutes les maisons que nous voulions sans avoir à nous soucier de l'école le lendemain. Après l'école, nos parents nous ont déposés chez notre ami Alex. Il vivait sur une rue nommée rue Saint-Hubert, et juste à côté se trouvait une rue identique appelée rue Saint-Jacques. D'un côté de Saint-Hubert, un virage menait à Saint-Jacques, et de l'autre côté se trouvait une grande rue principale. Alex habitait près de cette rue principale. Notre plan était donc de commencer par sa maison, de longer la grande rue, puis de remonter Saint-Jacques avant de redescendre par Saint-Hubert et retourner chez Alex. Nous avons donc commencé notre récolte de bonbons. Nous étions environ 12 en tout, mais les personnes les plus importantes pour cette histoire étaient moi-même, Alex, Nathan et Julien. Nous avions déjà amassé une bonne quantité de bonbons lorsque nous sommes arrivés à une maison qui ne semblait pas différente des autres. 2 étages, un garage, une pelouse à l'avant, etc. Cependant, sur cette pelouse se trouvait ce que nous pensions être une statue de Michael Myers. Nous sommes allés à la porte, avons pris nos bonbons, puis avons examiné la statue de plus près. Elle tenait un couteau et était légèrement penchée en avant. C'est alors que Julien, pensant que c'était une bonne idée, a décidé de lui donner un coup de pied dans le tibia. Soudain, la statue a bougé et s'est mise à tenir sa jambe. Nous avons tous pris peur, réalisant que cette statue était en fait un homme. « Je vais te tuer, espèce d'idiot », a dit l'homme. Bien sûr, beaucoup de gens disent qu'ils veulent tuer quelqu'un sans vraiment le penser, donc nous avons supposé qu'il s'agissait d'une menace vide de sens et avons continué notre route. Vers 20h30, il faisait déjà bien sombre. J'habitais dans le nord à l'époque, et tous ceux qui y vivent savent que la nuit tombe très rapidement là-bas. Nous étions toujours en train de collecter des bonbons lorsque Nathan et moi avons commencé à discuter des films d'horreur et de qui se fait tuer en premier. À un moment donné, l'un des enfants qui nous accompagnait a fait tomber son sac, alors nous nous sommes arrêtés pour l'attendre. Pendant qu'il ramassait son sac, il a levé la tête et s'est mis à plisser les yeux, comme s'il essayait de mieux voir quelque chose au loin. Nous nous sommes tous retournés pour voir que l'homme en costume de Michael Myers nous suivait. C'était étrange. Il n'y avait personne d'autre avec lui, et nous étions les seuls dans la rue. Il tenait toujours ce couteau. Lorsqu'il a remarqué que nous le regardions, il a accéléré le pas. Comme nous étions de stupides préadolescents, nous avons pris nos jambes à notre cou. En me retournant,
J'ai réalisé qu'il s'était mis à courir lui aussi. Heureusement pour moi, qui suis plutôt lent, il était encore à une bonne distance derrière nous. Notre chance a tourné lorsque nous avons vu une mini-fourgonnette s'arrêter au bout de la rue Saint-Jacques. C'était la mère de l'un des enfants avec qui nous étions. Nous nous sommes tous précipités dans la voiture, lui racontant qu'un homme nous poursuivait, et elle nous a immédiatement ramenés chez Alex. Ce qui rend cette histoire encore plus effrayante, c'est qu'après notre départ, Alex et Nathan m'ont dit que l'homme courait toujours dans les rues. Je ne pense pas avoir jamais été aussi terrifié. Depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais mis les pieds dehors pour Halloween. Maintenant, savoir si le couteau qu'il tenait était vrai ou non n'a pas d'importance. C'est juste une de ces choses que je n'ai pas envie de découvrir, au cas où cette situation aurait été réelle. Je suis simplement reconnaissant que ce soit tout ce qui soit arrivé cette nuit-là. Joyeux Halloween à tous. Je m'excuse d'avance si des erreurs ou des incohérences apparaissent dans cette histoire. Elle est racontée de mon point de vue, ainsi que partiellement du point de vue d'un ami. Cela m'est arrivé le week-end d'Halloween. Et honnêtement, je n'aime pas vraiment en parler, mais mon ami m'a encouragé à partager cette histoire pour m'en libérer. Mon ami et moi avons été invités à une fête chez quelqu'un, organisée exclusivement pour des étudiants universitaires, dans un quartier huppé de la ville. La maison était immense, avec un grand terrain et une piscine. La fête avait pour thème un style un peu osé, donc mon ami était habillé en infirmière sexy, tandis que j'avais opté pour une tenue de danseuse orientale. La majorité de la fête se déroulait à l'intérieur de la maison, car il y avait environ 70 personnes, mais la maison était tellement spacieuse que cela ne posait pas de problème pour se déplacer. Personnellement, je ne suis pas une grande buveuse, mais j'avais pris un peu de jus qui était disponible. À un moment donné, mes amis et moi avons été appelés pour prendre quelques photos, et j'ai posé mon verre. Après ce qui m'a semblé être une heure de photos, j'ai retrouvé mon verre et en ai repris une gorgée, sans même penser au fait que je l'avais laissé seul pendant un long moment. C'est alors qu'un homme s'est approché de moi, semblant être dans la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. Il a mentionné le nom de mon copain et m'a dit qu'il essayait de me joindre. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je n'avais pas mon téléphone sur moi. J'ai beaucoup de respect pour mon copain et nous faisons toujours en sorte de rester en contact. Comme il travaillait ce soir-là, j'avais promis de le contacter, mais j'avais simplement oublié. L'homme m'a dit que c'était urgent et m'a proposé d'utiliser son téléphone dans une autre pièce pour l'appeler. Sans trop réfléchir, je l'ai suivi. Si mon copain cherchait vraiment à me joindre, c'était forcément pour quelque chose de grave. En entrant dans la pièce, j'ai commencé à me sentir essoufflé, comme si je venais de courir un marathon. L'homme a fermé la porte derrière moi, s'est assis sur le lit et m'a tendu son téléphone. À ce moment-là, je me suis senti de plus en plus faible, comme si une forte migraine venait de m'assaillir, et je n'arrivais même plus à passer l'appel. Il m'a aidé à m'allonger, et quelques secondes plus tard, je me suis évanoui. Je me suis réveillé plus tard, sans savoir où j'étais, ni ce qui s'était passé. J'ai trouvé mon ami en train de me frotter le ventre avec une serviette, en criant mon nom. Cela m'a pris quelques instants pour revenir à la réalité et comprendre que j'étais dans une chambre, avec mon ami qui nettoyait quelque chose sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai eu une crise de panique, réalisant que j'avais peut-être été agressé. Mon ami m'a calmé et m'a assuré que rien de tel ne s'était produit. Elle m'a expliqué qu'elle ne me trouvait nulle part et avait supposé que j'étais allé aux toilettes. Mais après quelques minutes, voyant que je ne revenais toujours pas, elle avait commencé à me chercher. Finalement, elle a décidé de vérifier les chambres, et c'est là qu'elle m'a trouvé, allongé sur le lit avec cet homme. Apparemment, il jouait à faire des shots avec mon corps inconscient, suçant de l'alcool depuis mon nombril, léchant du sel de ma poitrine et m'embrassant. Elle ne savait pas depuis combien de temps cela durait. Je me suis sentie immédiatement nauséeuse et j'ai même failli vomir rien qu'à cette pensée. Heureusement, mon copain a pu finir son travail plus tôt ce soir-là, et après que mon ami lui ait expliqué ce qui s'était passé, il est venu me chercher. Mon ami a essayé de demander à propos de cet homme, mais bien sûr, personne ne le connaissait, ni ne l'avait reconnu. J'ai été emmené dans une clinique pour qu'on m'examine. Heureusement, rien de grave ne m'était arrivé, et la drogue qu'on avait mise dans mon verre
n'avait causé aucun dommage autre que de me faire perdre conscience. J'aimerais pouvoir dire que l'histoire s'arrête là, mais quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des messages d'un numéro inconnu. Au début, il me posait des questions banales auxquelles je ne répondais pas, mais ensuite, il m'a envoyé une photo de mon torse et a commencé à m'envoyer des messages extrêmement inquiétants, me donnant l'impression qu'il me suivait. Cela continue encore aujourd'hui. Il m'envoie des messages de façon aléatoire. J'ai pensé à le piéger un jour, avec des renforts pour l'attraper, mais je ne sais pas à quel point il est intelligent ni de quoi il pourrait être capable. C'était mon tour d'accompagner mes enfants pour la collecte de bonbons à Halloween. L'année précédente, c'était celui de ma femme, et chaque année, nous alternons. Mon fils et ma fille ont respectivement 7 et 9 ans. D'habitude, je reste dans la rue pendant que mes enfants montent aux différentes maisons pour récupérer des bonbons. Après environ une demi-heure de marche, nous sommes arrivés dans l'un des endroits les plus prisés du quartier pour collecter des bonbons. Une rue principale avec plein de décorations sympas et des animatroniques sur les pelouses. J'étais un peu distrait par tout cela, et j'ai cessé de surveiller mes enfants de près. À un moment donné, ils sont revenus d'une maison accompagnés d'une autre fille, de la même taille que ma fille. Elle portait un masque bizarre, fait maison, en carton ou quelque chose comme ça. Ma fille m'a demandé si cette fille pouvait faire la tournée avec nous. Alors j'ai dit d'accord et nous avons continué ensemble. Je ne savais pas qui était cette fille, mais je me suis dit que c'était peut-être une amie de l'école. En continuant, j'ai commencé à remarquer un grand homme qui nous suivait de près. Il portait un masque représentant un chat en colère. C'était plutôt effrayant pour être honnête. Je pensais qu'il était peut-être le père de la fille, alors j'ai essayé de lui faire un peu de conversation. Je lui ai dit quelque chose comme « Il fait beau, hein ?» Mais il ne m'a pas répondu. Il se tenait là, à me regarder, pendant que nos enfants montaient les marches de la maison suivante. J'ai réessayé en lui demandant « C'est votre fille ?» Il a hoché la tête mais n'a toujours rien dit. J'ai supposé qu'il n'était pas d'humeur à discuter, alors j'ai arrêté d'essayer. Nous avons continué ainsi pendant encore environ 15 minutes, jusqu'à ce que soudainement mes enfants viennent me voir en disant qu'ils voulaient rentrer à la maison. Cela m'a surpris, car nous n'étions pas sortis depuis très longtemps et leur sac était seulement rempli à un tiers. Dans tous les cas, j'ai accepté. J'ai fait un signe d'au revoir à l'homme au masque de chat et à sa fille, puis nous avons pris le chemin du retour. Ce qui était étrange, c'est que lorsque j'ai jeté un coup d'œil en arrière, l'homme et sa fille étaient toujours là, debout, à nous fixer. J'ai vérifié une dernière fois en tournant au coin de la rue, et ils étaient encore là, n'ayant pas bougé d'un pouce. À ce moment-là, j'ai décidé de demander à mes enfants « Qui était cette fille ?» Ma fille m'a regardé avec un air perplexe et m'a répondu « C'est ton amie ». J'ai demandé ce qu'elle voulait dire par là. Apparemment, la fille au masque en carton les avait approchés en disant qu'elle était une amie à moi. Elle avait dit à ma fille qu'elle était trop timide pour me demander elle-même si elle pouvait se joindre à nous pour la tournée des bonbons et qu'elle préférait que ma fille le fasse à sa place. J'ai ri en entendant cette histoire et j'ai répondu à ma fille « Pourquoi as-tu pensé que c'était mon ami ? Je n'ai pas d'amis qui sont des enfants. » Ce que ma fille a dit ensuite m'a glacé le sang. Selon elle, lorsque la fille avec le masque en carton les avait approchés pour la première fois, elle ne portait pas encore son masque, et ils avaient donc pu voir son visage. En réalité, il ne s'agissait pas d'une fille du tout, mais d'une femme plus âgée, de mon âge, avec des rides sur le visage. Ce qui est encore plus perturbant, c'est que cette vieille femme avait commencé à voler des bonbons dans le sac de ma fille pendant que je ne regardais pas. C'est la raison pour laquelle mes enfants m'ont demandé de rentrer à la maison. La vieille femme les effrayait, et ils voulaient juste s'éloigner d'elle. J'ai ramené mes enfants à la maison et j'ai raconté ce qui s'était passé à ma femme. Nous avons vérifié tous leurs bonbons, mais nous n'avons rien trouvé de suspect. Nous n'avons pas appelé la police car rien de grave ne s'était vraiment passé. Mais en y repensant, je regrette un peu cette décision. Que faisait cette vieille femme et qui était cet homme qui nous suivait ? Je pense que je ne le saurai jamais. Cela me rend malade de savoir qu'il existe des gens comme ça à Halloween, qui se cachent derrière des masques et prétendent être des enfants.
Cet incident m'est arrivé l'année dernière, lors d'Halloween. Mon petit frère et moi étions seuls à la maison car nos parents étaient sortis à une fête d'Halloween. Ils nous avaient confié la tâche de distribuer des bonbons aux enfants qui viendraient faire du porte-à-porte. Cela nous a un peu déprimés car nous avions prévu de sortir pour demander des bonbons avec quelques amis. Mais bon, nos parents nous ont dit que nous étions trop grands pour faire cela et que nous pouvions à la place inviter nos amis à venir à la maison pour passer la soirée. Eh bien, nos amis ont décliné l'invitation, préférant sortir pour demander des bonbons. Nous nous sommes donc retrouvés, mon frère et moi, seuls à distribuer les bonbons. Beaucoup de gens sont passés devant la maison et vers 22 heures, il ne restait presque plus de friandises. Mon frère et moi avons décidé de manger le reste. Nous sommes donc installés sur le canapé à regarder un film d'horreur en nous goinfrant de bonbons. C'est à ce moment-là que quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis levé du canapé, agacé, en me demandant qui pouvait bien frapper si tard. J'ai supposé que c'était juste quelques retardataires venus chercher des bonbons, mais même dans ce cas, j'avais déjà éteint la lumière du porche et toutes les décorations d'Halloween, un signe clair que nous n'avions plus de bonbons ou que nous n'étions pas là. À ce moment-là, nous avons simplement supposé que c'étaient nos parents qui étaient peut-être prudents. Je suis allé regarder par le Judas et j'ai vu un homme suspect debout sur notre porche. Il portait un sweat noir à capuche, avec la capuche tirée sur sa tête, ce qui rendait difficile de voir son visage. Le seul détail que j'ai pu distinguer était sa barbe et ses lèvres sèches et craquelées. Il n'y avait aucun moyen que cet homme soit un demandeur de bonbons, car il ne portait pas de déguisement et semblait bien trop âgé pour faire cela seul. Ses mains étaient enfouies dans les poches de son sweat. Il avait aussi l'air très maigre. Tous les signaux d'alarme se sont allumés dans ma tête à propos de cet homme. Il était hors de question que j'ouvre la porte. En continuant de regarder à travers le Judas, je le vis frapper à la porte à nouveau. Il semblait désespéré que nous lui ouvrions, il tremblait même légèrement. Pourtant, il ne faisait pas froid dehors, et certainement pas assez pour qu'une personne tremble de cette façon. Cet homme me mettait mal à l'aise. Je voulais simplement qu'il s'en aille. « Nous n'avons plus de bonbons », ai-je crié à travers la porte. Je l'ai vu sourire, mais ce n'était pas un sourire amical. « Est-ce que vous êtes seul là-dedans » a-t-il demandé d'un ton presque moqueur. Sa voix était rauque et sèche. « Dois-je appeler la police » me demanda tranquillement mon petit frère, serrant son téléphone portable. L'homme a laissé échapper un grognement bas et a dit « On dirait que vous n'êtes pas seul là-dedans. » Je continuais à l'observer à travers le Judas. Ses mains étaient toujours fermement enfoncées dans ses poches, et il tremblait encore un peu. À ce moment-là, je me suis demandé s'il était armé. J'ai décidé d'agir et de lui parler d'une voix aussi intimidante que possible. « Dégage de chez moi ou j'appelle la police », ai-je crié. Son sourire s'est effacé et il a montré ses dents, qui étaient d'un jaune dégoûtant. J'en ai conclu qu'il était probablement un clochard accro à la drogue. Il avait un regard de fureur sur le visage, mais heureusement, il est parti sans essayer de forcer la porte. Sans doute, et j'espère, parce qu'il a compris que je ne plaisantais pas. Je ne l'ai pas quitté des yeux à travers le Judas jusqu'à ce que je le voie quitter complètement notre propriété. Mon frère et moi avons poussé un soupir de soulagement et décidé de ne pas appeler la police. Nous étions un peu paranoïaques après ça, mais nous avons simplement continué à regarder la télévision jusqu'au retour de nos parents. Nous ne leur avons pas parlé de cet homme, car il ne nous avait pas vraiment fait de mal. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je regrette de ne pas avoir appelé la police, car nous aurions peut-être pu empêcher un meurtre. Le lendemain, nous avons appris que la vieille dame qui vivait à quelques maisons de chez nous avait été brutalement assassinée. Son voisin l'avait trouvée sur son perron, couverte de sang. Elle avait été poignardée plusieurs fois à la poitrine et au cou. Mon frère et moi savions immédiatement qui était responsable. Nous avons raconté à la police ce que nous savions, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose avec les informations que nous leur avons données, car nous n'avions pas vu clairement le visage de cet homme. Ils sont partis à sa recherche mais ne l'ont jamais attrapé, et je continue de me sentir coupable de la mort de cette pauvre vieille dame. J'aurais pu empêcher que cela se produise en appelant simplement la police. Je pense que ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est le fait qu'il n'a rien pris dans la maison de la vieille dame. Sa maison était intacte,
Mais il aurait pu y entrer et prendre ce qu'il voulait, car la porte était grande ouverte. Cela signifie qu'il était littéralement sorti uniquement pour tuer. C'était sa seule intention. Il ne voulait ni argent, ni bijoux. Il avait juste l'envie de tuer. Cette histoire s'est déroulée quand j'étais en 5e année. C'était la première année où mes parents se sentaient assez à l'aise pour ne pas nous accompagner pendant que mes amis et moi faisions du porte-à-porte pour Halloween. J'avais été un peu moqué à l'école pour cette raison, car mes amis pouvaient déjà y aller seuls depuis 2 ans. Cette année-là, Halloween tombait un samedi, ce qui nous donnait, à mes amis et moi, beaucoup de temps pour décider quel quartier nous voulions explorer. Nous connaissions quelques bonnes maisons autour de chez nous, mais cette fois, nous avons décidé de changer de parcours, puisque mes parents ne nous dicteraient pas où aller ou ne pas aller. Il y avait 3 lotissements différents autour de notre quartier. 2 d'entre eux étaient plus petits, mais avaient des maisons plus grandes. Nous avons pensé qu'ils donneraient probablement de bons bonbons, même si les maisons étaient plus espacées. Le 3e lotissement était dans une zone que nous ne connaissions pas très bien. Il était assez grand, mais beaucoup de maisons semblaient abandonnées, ou du moins en mauvais état. Ce qui était intéressant dans ce quartier plus délabré, c'est que les maisons étaient beaucoup plus proches les unes des autres, ce qui nous permettait d'aller de porte en porte et de récolter plus de bonbons. Nous avons commencé par les 2 grands lotissements, puis nous sommes rentrés chez moi pour déposer nos sacs de bonbons et repartir avec des tailles d'oreiller vides pour continuer dans l'autre partie de la ville. À ce moment-là, il était environ 20h30 du soir. Certaines maisons n'avaient déjà plus de bonbons, mais nous avons continué. Après tout, c'était un samedi, et nous n'avions rien à faire le lendemain à part manger des bonbons. Vers 9h45, presque toutes les maisons ne répondaient plus à la porte. Je dirais qu'une maison sur 10 seulement avait encore des décorations et des lumières allumées. Nous avons commencé à revenir vers chez moi, nous arrêtant à chaque maison encore éclairée. Nous n'avions pas croisé d'autres enfants déguisés depuis environ une demi-heure. À ce stade de la soirée, il semblait que nous étions les seuls à encore être dans la rue. Quelques maisons qui distribuaient encore des bonbons laissaient les bols sur leur porche. Nous en avons pris pas mal. Il y avait un grand champ vacant qui séparait le bord de ce lotissement d'une autre. À un moment donné, ils avaient prévu de relier les 2 quartiers, mais 9 ans plus tard, cela n'a toujours pas été fait. L'une des dernières maisons dans la rue avait l'air de n'avoir pas été occupée depuis des années. La plupart des fenêtres étaient barricadées avec des planches, mais nous ne savions pas si c'était vrai ou simplement une décoration d'Halloween. La maison n'avait aucune lumière allumée à travers les quelques fenêtres qui n'étaient pas couvertes de planches. Cependant, la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Il y avait aussi peut-être 5 ou 6 torches et bougies alignées le long de l'allée et sur le porche. Elles offraient juste assez de lumière pour voir le chemin et illuminèrent le porche, où nous avons aperçu un bol de bonbons par terre. Lorsque nous nous sommes approchés de la maison, nous avons remarqué que quelqu'un se tenait dans l'entrebâillement de la porte. C'était une femme très mince et assez âgée, peut-être dans la 50aine ou la 60aine. Elle affichait un grand sourire en nous voyant approcher, semblant ravie de voir des enfants costumés profiter de la nuit. Arrivés sur le porche, nous avons tous dit « des bonbons ou un sort », en tendant nos tailles d'oreiller déjà bien remplies. La femme nous a simplement regardés sans répondre ni dire quoi que ce soit. L'un de mes amis a répété la phrase, mais les autres sont restés silencieux. Elle a alors fixé mon ami avec un regard vide. Finalement, elle a baissé les yeux vers le bol vide posé devant elle, puis elle a souri de nouveau et a dit qu'elle devait aller chercher plus de bonbons à l'intérieur. Elle a tourné les talons et a disparu dans l'obscurité de la maison. Puis nous avons entendu une voix faible dire « Pourquoi ne viendriez-vous pas les chercher? Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. » Pour une raison étrange, nous avons oublié à quel point son comportement avait été étrange jusque-là et étions sur le point d'entrer. Mais elle a ajouté « Non, juste lui. » Mes autres amis et moi avons attendu dehors pendant que notre ami haussait les épaules et entrait dans la maison sombre. Nous devenions de plus en plus impatients en attendant dehors quand, tout à coup, notre ami est sorti en courant de la maison et a crié « Courez !» Nous ne savions pas ce que nous fuyions, mais nous avons tous couru à travers le champ jusqu'à ma maison, complètement essoufflés.
Nous nous sommes tous assis sur ma pelouse, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon ami a fini par retrouver son calme et nous a expliqué ce qui s'était passé. Apparemment, il était entré dans la maison et la femme continuait de l'appeler. À cette époque, peu de gens avaient des téléphones portables, donc il n'avait pas de lampe torche pour se guider. Il s'est contenté d'utiliser la lumière de sa montre, qui éclairait juste assez pour lui éviter de se cogner au mur ou de trébucher. Il a demandé où était la femme, mais elle n'a jamais répondu. Il était sur le point de faire demi-tour et de partir, lorsqu'il a remarqué l'ombre de la femme marchant près de la cuisine. Elle ne l'a pas regardé, elle s'est simplement dirigée, sans expression, vers une autre pièce. Il a fait quelques pas dans sa direction quand il s'est rendu compte qu'elle descendait des escaliers menant au sous-sol. Il a dirigé la lumière de sa montre vers le haut des escaliers pour essayer de voir quelque chose. C'est alors qu'il a entendu des rires, mais cela semblait venir de plusieurs personnes. Ensuite, il a entendu quelqu'un monter rapidement les escaliers en courant vers lui. Nous avons immédiatement raconté cette histoire à nos parents, qui ont ensuite appelé la police. Un peu plus tard, la police est revenue chez moi pour nous informer qu'ils n'avaient retrouvé personne, ni quoi que ce soit. Il n'y avait ni torche ni bougie sur le porche, ni femme. Apparemment, cette maison était abandonnée depuis des années. Je suis écrivain spécialisé dans l'horreur, et bien que je me concentre habituellement sur la fiction et parfois sur des histoires de crimes réels, l'histoire suivante m'a été transmise par ma grand-mère depuis son enfance pendant la Grande Dépression. C'est l'une de mes histoires préférées qu'elle m'a partagée, mais pour elle, c'est digne des archives de la 4e dimension, car c'est l'une des choses les plus effrayantes qu'elle ait jamais vécues dans les régions rurales du Québec en 1938. Ma grand-mère avait 8 ans à l'époque et était la plus âgée des 7 enfants. Ils ne possédaient pas grand-chose, mais la chose la plus précieuse pour tous les membres de la famille était leur grande radio en chaîne, posée dans la pièce la plus proche de la cuisine. Après le dîner, les enfants avaient droit à 1 heure d'écoute à la radio, pendant que mon arrière-grand-père s'installait dans son fauteuil et que mon arrière-grand-mère finissait de nettoyer la cuisine. Ils appréciaient des programmes comme les aventures de Tintin, les enquêtes de Maigret, ou encore la famille du raton. Mais ce soir-là, l'émission qu'ils pensaient écouter fut interrompue par un bulletin spécial d'une source inconnue. Les plus jeunes commençaient à s'agiter jusqu'à ce que Paul leur dise de se taire. Ma grand-mère a dit que le regard sur le visage de Paul l'avait effrayée, et elle avait commencé à trembler, sentant que quelque chose clochait. Un silence pesant envahit la maison, avant qu'une voix masculine ne se fasse entendre, d'un ton très inquiétant. Paul se pencha en avant, alors que les nouvelles annonçaient que des Martiens avaient atterri dans des villes voisines et attaqué les habitants et les bâtiments. Soudain, ma arrière-grand-mère laissa tomber une assiette sur le sol en bois, brisant la concentration de tout le monde, tandis que leur chien aboyait frénétiquement sur le porche extérieur. Paul bondit de sa chaise, attrapa le fusil accroché au mur et claqua la porte moustiquaire en sortant. Les plus jeunes commencèrent à gémir et à pleurer pendant que ma grand-mère les tenait fermement. Un coup de feu retentit dans la nuit, perçant l'obscurité, alors que les aboiements du chien devenaient de plus en plus frénétiques. Plus tard, ma grand-mère raconta qu'elle n'était pas sûre de la raison pour laquelle Paul avait tiré, mais ils pensaient tous que, puisque le chien était si concentré sur une partie spécifique de la lisière de la forêt derrière la maison, si Paul tirait en l'air, cela effrayerait tout ce qui pouvait se trouver dans les bois. Mais personne ne le savait vraiment, et il n'aimait jamais en parler. Paul revint en trombe dans la maison, une expression inquiète sur le visage. Il n'avait rien vu, mais le fait était que ce n'était qu'une question de temps avant que les Martiens ne quittent la ville pour se diriger vers la campagne, où se trouvait leur ferme. Pour Paul, il n'y avait pas de temps à perdre. Il y avait déjà des rumeurs de guerre imminente et maintenant, l'idée que des créatures inconnues envahissaient la planète était suffisante pour le pousser à vouloir emmener sa femme et ses enfants quelque part, en espérant que la ferme serait encore intacte à leur retour. Il dit à ma arrière-grand-mère de préparer les enfants, qu'ils seraient dans le camion dans 5 minutes. Les plus jeunes ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient jamais vu leur père ainsi auparavant, et ils ne voulaient jamais le revoir dans cet état. Pendant que ma grand-mère leur mettait leurs manteaux et leurs chaussures, elle prit leur couverture sur leur lit
et les plaça à l'arrière du camion. Pendant ce temps, elle pouvait entendre ses parents se disputer sur ce qu'il fallait prendre et ce qu'il fallait laisser. « Laisse tout ça, on n'a pas beaucoup de temps. Monte dans ce foutu camion et fais ce que je te dis. » D'après ce qu'on m'a raconté sur mon arrière-grand-père, il ne buvait jamais et ne jurait pas, mais ce soir glacial d'octobre, il avait juré assez pour faire rougir un bon chrétien. Mais il savait que la vie de sa femme et de ses enfants était en danger. En claquant la porte du camion, ma grand-mère entendit les sanglots étouffés de sa mère, pendant qu'elle levait les yeux vers le ciel. Ils le firent tous, tandis que Paul conduisait à toute vitesse sur la route de terre, s'enfonçant dans la campagne. Rien ni personne n'a vu quoi que ce soit. Pas de lumière brillante, pas de bruits étranges venant du ciel. Seulement les sons de la faune et des branches qui craquaient dans les bois. Soudain, le camion s'arrêta et s'éteignit. Ils étaient plongés dans l'obscurité. Les enfants commencèrent à pleurer, et mon arrière-grand-mère descendit du camion pour les rassurer, pendant que Paul s'approchait du bord de la forêt, fusil en main. Il ne faisait que regarder le ciel, s'essuyant le front avec son mouchoir. Lorsqu'il revint, il leur dit qu'ils allaient faire du camping pour que les enfants ne s'effraient pas. Il allait retourner à la maison pour vérifier la radio et voir s'il y avait d'autres nouvelles. Ma grand-mère savait que c'était une mauvaise idée. Elle avait tellement peur de ne plus jamais revoir Paul. Les enfants descendirent du camion, s'adossèrent aux arbres et fermèrent les yeux, tandis que Paul retournait à la ferme. Mon arrière-grand-mère se promenait avec le plus jeune pour le calmer. À un moment donné, elle demanda à l'un de mes oncles s'ils allaient mourir. Il secoua la tête et répondit « Bien sûr que non. Nous sommes tes frères. Nous sommes les hommes de la maison pendant que Paul est absent. Tant qu'on est là, il ne nous arrivera rien. » Cela la rassura beaucoup. Mon oncle se leva de sa place contre l'arbre et alla rejoindre leur mère. Ma grand-mère se souvient de sa mère caressant la tête de son frère et l'embrassant doucement avec un « merci ». Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais elle commençait à s'endormir, quand soudain, tout le monde vit des phares descendre la route vers la lisière des bois. Tout le monde fut surpris et elle voulut crier, mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. « Les Martiens, ils viennent pour nous !» Heureusement, ce n'était pas eux. C'était simplement Paul qui revenait avec un air soulagé. Elle savait que sa mère devait s'attendre au pire, mais Paul la prit dans ses bras et lui dit que tout était fini et qu'il pouvait rentrer à la maison maintenant. En rassemblant les enfants, elle leur dit que tout allait bien et qu'il était sûr de rentrer à la maison. Ce n'est que le lendemain qu'ils apprirent, par la radio, que l'invasion martienne n'était en réalité qu'une émission radiophonique pour Halloween. C'était l'adaptation du roman La guerre des mondes d'H.G. Wells, et l'animateur Orson Welles avait dupé tout le monde, terrorisant une nation entière en lui faisant croire que la planète était envahie par des créatures d'un autre monde. Ma grand-mère disait qu'elle pouvait en rire aujourd'hui, mais que Paul avait souvent envisagé de se débarrasser de la radio, car cela l'avait fait passer pour un imbécile devant sa famille. Elle était juste reconnaissante que ce n'était qu'une histoire. Elle se demandait toujours s'il y avait vraiment des créatures d'une autre planète qui pouvaient anéantir l'espèce humaine et changer le monde tel qu'on le connaît. Même en vieillissant, ma grand-mère ne pouvait regarder aucun film ou émission traitant des extraterrestres. Un de mes oncles lui avait même offert un exemplaire du livre La guerre des mondes, en plaisantant pour son anniversaire. Évidemment, elle n'avait pas trouvé cela drôle à l'époque. Quand elle est décédée, j'ai hérité du livre. Il est toujours dans ma bibliothèque aujourd'hui. Inutile de dire que son histoire m'a inspiré à devenir écrivain et à partager un morceau de l'histoire de ma famille, qui a fait de moi l'amateur d'horreur que je suis aujourd'hui. Mon mari, Jean et moi possédons un commerce d'antiquités situé dans un bâtiment bizarre et ancien avec 5 étages. Ce bâtiment abrite plusieurs autres locataires, dont un restaurant. L'année dernière, Halloween tombait un lundi. Nous avons fermé le magasin à 17h et sommes allés dîner tôt de l'autre côté de la ville. Peu de temps après, vers 18h30, nous avons reçu un appel de notre société de surveillance. Il nous informait qu'un détecteur de mouvement s'était déclenché au rez-de-chaussée. Un autre suivit rapidement. Nous sommes partis en trombe, en supposant qu'il s'agissait d'un oiseau ou d'un rat. Bien que nous n'ayons pas de rat,
Cela devait bien être quelque chose, peut-être même un chat. Il était bien trop tôt pour un cambriolage après tout. Je suis entré à l'étage principal pour désactiver l'alarme, tout en fouillant bruyamment dans mon trousseau de clés pour ouvrir la grande grille en fer qui sépare les étages la nuit. Jean, de son côté, faisait le tour du bâtiment pour vérifier s'il y avait des signes d'effraction. Rien. Les portes et fenêtres étaient toujours intactes. Cela devait absolument être un oiseau, un rat ou un chat. La poussière s'était dissipée et les ombres commençaient à prendre possession des lieux. Les armoires imposantes semblaient encore plus menaçantes dans l'obscurité, mais ce n'étaient que des armoires, rien de plus. Je suis descendu à l'étage inférieur, à l'endroit où l'alarme s'était déclenchée, en toute confiance, pensant que Jean me suivrait. Après tout, ce n'était qu'un rat, un chat ou un oiseau. Habitué à l'obscurité du bâtiment, je n'ai pas allumé les lumières principales, me contentant de la lampe de mon téléphone, et je me suis avancé avec assurance, comme si je possédais les lieux. Je me suis dirigé vers le coin où se trouvait le détecteur de mouvement. Rien. Seulement un petit voyant rouge qui clignotait mécaniquement. Pas de rat, pas de chat, pas d'oiseau. Je me suis retourné et suis allé dans l'autre direction pendant que Jean fouillait dans une allée un peu plus loin. Et c'est là que je l'ai vu. Un kit de cambriolage posé au milieu du sol. Des pinces coupantes et un extincteur, simplement là, à m'attendre. Je n'ai jamais ressenti une terreur aussi fulgurante de toute ma vie. Après tout, il n'y avait aucune fenêtre ni porte cassée, ce qui signifiait que l'intrus était encore là, dans l'obscurité, avec moi. Je murmurais, presque paralysé de peur. « Jean, Jean, s'il te plaît, s'il te plaît. » Mais il ne m'entendait pas. Impossible de crier, ma voix restait bloquée dans ma gorge, comme dans ces cauchemars où l'on ne peut pas parler. J'étais là, seul, avec cet extincteur, ces outils de cambriolage et une présence hostile tapie dans les ombres poussiéreuses. Après ce qui m'a semblé une éternité, ou peut-être 10 secondes seulement, Jean a fini par se demander pourquoi je traînais dans le couloir et est venu voir. Lorsqu'il vit ce que je pointais, figé, il s'exclama simplement « Oh !» Nous avons alors foncé vers la porte d'entrée pour appeler la police. Nous avons abandonné le bâtiment aux cambrioleurs, le temps interminable de 5 minutes jusqu'à l'arrivée des policiers. Au début, ils ne semblaient pas impressionnés par nos trouvailles, une pince et un extincteur. Mais lorsqu'ils ont visionné les enregistrements des caméras de sécurité, ils ont découvert l'horreur véritable. Le visage de celui qui allait devenir mon démon de paralysie du sommeil. Cet homme, à l'évidence, était taillé comme un mur de briques. Il s'était accroupi derrière une étagère à livres lorsque nous avions fermé le magasin. Il avait observé mes employés et moi-même verrouiller les lieux, attendant patiemment son heure. Puis, calmement, il était sorti de sa cachette et s'était rendu dans les toilettes pour homme du couloir au sous-sol. Cette zone n'est pas couverte par le détecteur de mouvement pour plusieurs raisons. Il y resta un moment, bougeant avec la porte ouverte, enfilant l'un de nos masques et utilisant une couronne de fleurs artificielles pour le maintenir en place. Il regarda directement la caméra, visage nu, puis avec le masque. Il resta à la fixer un moment avant d'enfiler des gants. Ensuite, il empila quelques valises vintage devant la grande grille en fer et la franchit d'un saut, comme si de rien n'était. Il courut dans le couloir, déclenchant l'alarme silencieuse de 18h30. Il fit le tour de l'étage, puis retourna dans le couloir, déplaça une échelle pour franchir à nouveau la grille de l'autre côté et bizarrement répéta ce manège plusieurs fois. Puis il descendit au sous-sol, enjamba une autre grille de fer, toujours sans effort, et retourna dans le couloir pour fixer à nouveau la caméra. Il se déplaçait rapidement, montant, descendant, passant d'un côté à l'autre presque comme s'il faisait du parcours. Puis il sortit les outils et réussit à forcer une de nos caisses en acier à l'aide du pied de biche, y volant une poignée de clés permettant d'accéder aux vitrines. À ce moment-là, il entendit les bruits de mes clés et de la grille que je déverrouillais à l'étage. Il abandonna les clés et les outils volés et se cacha dans l'obscurité, guettant mon départ. Lorsque nous sommes sortis pour appeler la police, il retourna au sous-sol. Là-bas, il trouva une porte donnant accès à un tunnel en terre qui fait le tour du bâtiment.
Il la força et y entra. Ce tunnel est un véritable cauchemar. Sombre, boueux, avec des araignées de la taille de grandes assiettes. Il n'y a pas de lumière et c'est absolument terrifiant. Au bout du tunnel, il y a une minuscule trappe de sortie qui donne directement sur la cuisine très fréquentée d'un restaurant voisin. Pour s'échapper, il aurait dû marcher à travers la cuisine, passer devant les cuisiniers et sortir par la porte d'entrée du restaurant, sous les caméras, couvert de boue. Quand nous avons trouvé le tunnel, il y avait des traces claires de son entrée, mais aucune trace de sortie. Pas d'empreinte boueuse. Personne n'avait été aperçu sur les caméras du restaurant et les cuisiniers n'avaient rien remarqué. En passant en revue les images des caméras, en retraçant son parcours, en fouillant minutieusement le bâtiment, cela nous a pris des heures. À la fin, nous commencions tous, y compris les policiers, à perdre notre sang-froid. Il n'y avait plus aucun calme, même parmi les agents armés. Après tout, où étaient-ils passés? Jean et les 2 policiers n'eurent pas d'autre choix que d'explorer le tunnel. Les policiers jetèrent un coup d'œil et déclarèrent immédiatement « hors de question ». Mais Jean insista, alors ils le firent passer devant. Ils avaient parcouru environ la moitié du tunnel quand les policiers ont dit « Oh non, vous partez avec nous ». Ils décidèrent de retourner au restaurant pour revoir les enregistrements. Jean obtint leur accord pour barricader solidement les 2 extrémités du tunnel, ce qu'il fit. Et ainsi s'achève l'histoire. Les photos de l'homme ont été largement diffusées, mais nous n'avons reçu aucune piste utile, malgré l'image claire de son visage. S'est-il vraiment faufilé hors de la trappe de la cuisine du restaurant, sans laisser de traces de boue? Peut-être. Nous n'avons perçu aucune odeur suspecte provenant du tunnel dans les semaines et mois qui ont suivi. Personne n'a plus mis les pieds de ce côté-là depuis. Nous avons seulement débloqué l'accès au tunnel la semaine dernière, à cause d'une canalisation d'eau éclatée. J'ai juré que j'utiliserais un crâne dans la décoration d'Halloween cette année, si jamais il est vraiment mort là-bas. Mon conjoint et moi nous sommes rencontrés lors de notre première année à l'université, il y a environ 14 ans. Nous avons passé quelques semaines comme simples connaissances dans un grand groupe d'amis, et nous n'avons vraiment appris à nous connaître qu'à la suite d'un événement particulier. Pour vous donner un peu de contexte, notre groupe aimait beaucoup se promener dans les bois qui entouraient notre campus. Malheureusement, tout le monde avait des cours ou du travail pendant la journée, alors nous attendions souvent la nuit, quand tout le monde était libre, pour aller faire nos balades. Nous étions tellement à l'aise dans les bois la nuit, que cela nous paraissait totalement naturel. Cette nuit-là en particulier tombait la veille d'Halloween. Plusieurs de nos amis ont annulé pour diverses raisons, devoirs, fatigue, examens, peu importe. Finalement, le dernier à rester à part mon futur mari et moi a aussi décidé de ne pas venir. Sachant que nous ne nous connaissions pas très bien, l'un de nos amis nous a suggéré de faire la promenade quand même. C'était un peu gênant, mais nous étions tous les 2 des personnes plutôt sociables, alors nous avons décidé d'être aventureux et de tirer le meilleur parti de la situation. Nous sommes donc partis dans les bois, encore des connaissances, et avons décidé de suivre le sentier qui menait à un endroit appelé l'hôtel. On l'appelait ainsi parce qu'il y avait une souche en forme d'hôtel, et beaucoup d'étudiants y laissaient souvent des petits objets. Malheureusement, dans l'obscurité, nous ne connaissions pas très bien ce chemin et nous nous sommes vite rendus compte que nous étions en train de nous perdre. Nous avons plaisanté en disant qu'on allait devoir passer la nuit dehors, et j'ai lancé « J'espère que tu n'as pas peur de devoir te serrer pour survivre ». Après 45 minutes à tourner en rond, nous avons commencé à réaliser que ce n'était peut-être pas une blague. Nous avons décidé de choisir une direction et de marcher aussi droit que possible à travers les bois. Nous espérions ainsi atteindre une route car nous savions que cette section des bois était entourée de routes ou de l'océan et que nous saurions quoi faire une fois arrivés à l'un ou l'autre. Ce n'était pas facile. Nous avons traversé des arbres, des rivières et des marécages pendant environ 1 heure, jusqu'à ce que nous tombions sur ce qui semblait être un sentier plus large que celui que nous avions emprunté. À ce moment-là, nous avons commencé à suivre ce sentier, espérant que c'était un chemin principal qui nous permettrait de sortir. J'étais tellement soulagé que je me souviens d'avoir sauté sur le sentier en souriant et en disant « Ça va aller, on va s'en sortir ».
Nous avons suivi le chemin jusqu'à une petite clairière. Malheureusement, nous avons perdu le sentier à nouveau, espérant le retrouver à travers les bois de l'autre côté. Nous avons traversé la clairière et sommes entrés dans la forêt de l'autre côté, seulement pour nous rendre compte que le sentier avait disparu. Nous étions sur le point de faire demi-tour lorsque nous avons soudain entendu un cri aigu, long et terrifiant, venant des bois à proximité. Il a dû durer une dizaine de secondes et semblait très proche. La seule façon de décrire ce son serait un mélange de cris d'oiseaux, de cochons et de femmes hurlant de peur. Nous sommes restés là un moment, puis j'ai demandé « Qu'est-ce que c'était ?» F a répondu « Je ne sais pas. » Puis il a suggéré que nous retournions à la clairière, où nous aurions une meilleure visibilité. C'est ce que nous avons fait, et nous sommes restés là pendant quelques minutes, ne sachant pas quoi faire ensuite. Nous ne trouvions pas le chemin, et quelque chose hurlait dans les bois. C'était une sensation terrible de savoir que nous n'étions pas seuls, et que nous ne savions pas comment nous éloigner de ce que c'était. Puis j'ai entendu une branche épaisse se briser dans la lisière des arbres, et j'ai vu un buisson dense se mettre à bouger, comme si quelque chose se déplaçait dedans. Juste après, nous avons de nouveau entendu ce cri. Cette fois, c'était encore plus long, environ 15 secondes, et ça venait d'être juste sous cet arbre, près de nous. Je me souviens soudainement avoir serré contre moi cette personne, avec qui je n'étais que peu familière, par pure peur. C'était un peu embarrassant, et je me souviens de m'être excusé immédiatement après. Plus tard, il m'a dit que s'il n'avait pas été aussi terrifié, ce câlin aurait été beaucoup plus agréable, et que c'était plutôt agréable d'avoir cette fille qui s'accrochait à lui comme si sa vie en dépendait. Je pensais que c'était le dernier câlin que je recevrais dans ma vie. À ce moment-là, nous ne savions plus quoi faire, et je me souviens m'être retourné et avoir aperçu ce qui semblait être un sentier qui tournait au coin d'un arbre. Nous l'avions manqué en entrant dans la clairière, pensant que c'était le bon chemin. Je lui ai montré, et nous avons pris la direction de ce nouveau sentier. Nous avions nos vieux téléphones portables avec nous et espérions les utiliser comme lampes de poche. Le plus lumineux était déjà à plat depuis un moment, mais le mien fonctionnait encore, bien qu'il n'éclairait pas grand-chose. Je me suis mis à l'ouvrir et le fermer, espérant que cela ferait fuir ceux qui nous suivaient. Nous avons fait environ 20 pas sur le sentier quand j'ai commencé à entendre des bruits réguliers derrière nous. Comme c'était l'automne, le sentier était couvert de feuilles, mais le centre, souvent piétiné, était aplati, alors que les feuilles sur les côtés étaient encore sèches et craquantes. J'entendais les feuilles sur les côtés se faire écraser, puis des moments de silence, et ensuite de nouveau des feuilles sur l'autre côté. C'était comme si quelque chose essayait de se déplacer d'un côté à l'autre, juste hors de mon champ de vision. C'est alors que nous avons entendu le cri une fois de plus, juste derrière nous. Nous avons tous les deux commencé à courir. Après une vingtaine de pas, nous sommes soudainement sortis des bois, dans une grande clairière que nous avons immédiatement reconnue. Nous avons traversé la clairière et atteint une route goudronnée juste à côté du campus, mais nous avons entendu cette chose crier une dernière fois depuis la lisière des arbres. Nous sommes rentrés dans nos dortoirs, en nous promettant de parler de tout cela le lendemain matin. Il était très tard, et nous étions encore chargés d'adrénaline après cette peur partagée. Cette nuit-là, j'ai essayé de chercher ce que cela pouvait être, avec mes écouteurs sur les oreilles, dans ma chambre sombre pendant que ma colocataire dormait. J'avais une certaine expérience des forêts, et je voulais que ce soit le cri d'une chouette. J'ai écouté tous les oiseaux criards de la région, mais aucun ne correspondait. Tous avaient un son très aigu et propre aux oiseaux, mais il manquait cette note humaine que nous avions entendue. Le lendemain, nous avons raconté cette histoire à nos amis, et elle est rapidement devenue une légende urbaine sur le campus. Les gens ont commencé à appeler cela la Banshee des bois. Certains voulaient en faire un projet de documentaire, mais cela a finalement juste disparu dans le bruit de la vie étudiante. La plupart de nos amis connaissaient déjà cette histoire, alors j'ai été surprise quand l'un d'eux a dit ne pas s'en souvenir. Nous lui avons raconté, en décrivant au mieux les sons que nous avions entendus. Il a alors dit « Je sais exactement ce que vous avez entendu, c'est un cougar. » Eh bien, mince alors. Je l'ai cherché, et je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. Je savais que les félins pouvaient crier comme des femmes, mais je ne l'avais jamais entendu,
malgré mon expérience en forêt. De manière assez amusante, je savais aussi, grâce à des amis pisteurs, que les cougars suivent souvent des cycles territoriaux de 5 ou 6 mois. J'ai donc commencé à surveiller les informations concernant les cougars autour du campus. Et effectivement, j'ai pu retrouver des personnes qui avaient vu le félin environ 6 mois après notre rencontre, sans qu'il y ait eu de signalement entre-temps, et des articles mentionnant des observations environ 1 an après notre incident. Des gens avaient trouvé des traces de chasse sur le campus environ 6 mois après notre rencontre. Nous avons donc pu suivre les visites régulières du cougar et constater qu'elles correspondaient exactement à notre rencontre. Nous sommes restés amis encore quelques semaines. Je ne sais pas si c'est cette expérience dans les bois, ou si c'était simplement nous, mais nous voulions tous les deux quelque chose de plus que de l'amitié. La transition n'a pas été facile. Il venait de sortir d'une relation quelques semaines avant que nous nous rencontrions et craignait que ce ne soit qu'un rebond. Nous avons décidé de prendre les choses lentement pendant l'hiver et d'analyser nos sentiments. Quand nous sommes revenus après le Nouvel An, il n'y avait plus de doute. Cela fait maintenant plus de 14 ans. Il y a quelques années, lors de notre mariage, nous avons raconté cette histoire à tous nos invités, et à notre grande surprise, certains de nos amis et membres de la famille ne la connaissaient pas encore. Nous sommes maintenant des freelances et passons la plupart de nos journées ensemble, travaillant de manière créative. Nous sommes entrés dans ces bois presque comme des étrangers, et cela a fait naître une étincelle que je n'aurais jamais imaginée. Mais tout n'a pas été sans conséquences. Ce traumatisme, qui nous a rapprochés, a aussi eu un coup sur ma santé mentale. J'ai commencé à m'en rendre compte quelques mois après l'incident. Parfois, j'avais des crises de panique la nuit en forêt. Il suffisait du moindre bruit inconnu pour que je sois envahi par la peur, presque paralysé, suppliant ceux qui étaient avec moi de me sortir de là. Pour moi, cela a été un grand prix à payer. J'avais grandi en me promenant dans les bois la nuit, et je m'y sentais tellement à l'aise que perdre cela à l'âge adulte était humiliant. J'aime penser que j'ai fait des progrès au cours des 14 dernières années pour surmonter cette peur, mais il suffit de la situation adéquate pour que tout revienne. Voilà donc comment j'ai appris à connaître mon mari.